Et donc, merci beaucoup à Fred Perra de m'avoir demandé de participer. C'était assez intéressant à préparer et je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour essayer de faire la synthèse. Alors, la synthèse de l'ASCO, c'est assez compliqué. On pourrait passer 2 jours à faire la synthèse de l'ASCO qu'on n'aurait pas terminé. Et des fois, ça peut être un petit peu technique. Alors, j'ai essayé de faire un peu des pistes, en fait, les voies de recherche à l'heure actuelle en cancérologie, avec des exemples de choses qui ont été publiées dans l'année ou des exemples tirés du dernier ASCO. Donc on va aborder différents points. Et donc voilà, comme disait le professeur Perrade, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez besoin de précision ou si ça vous paraît pas clair sur certains points. Alors il y a quelque chose qui est assez intéressant à l'heure actuelle, c'est le concept de la biopsie liquide. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler. Et donc on va voir un petit peu ce que c'est la biopsie liquide, qu'est-ce que ça peut apporter en pratique pour les patients et qu'est-ce que ça va apporter pour demain, pour personnaliser les traitements. Donc faire des biopsies, c'est quelque chose qui est fondamental en cancérologie. On ne peut pas se passer de biopsie, on est toujours obligé d'en avoir. Pourquoi? Parce que ça va confirmer la suspicion de cancer. Quand on voit une boule, bon, ça paraît suspect, mais tant qu'on n'a pas prélevé un morceau et analysé, regardé au microscope, on ne peut jamais être certain que ça soit bien cancéreux. Puis l'autre paramètre capital, c'est de préciser le type de cancer. Est-ce que, en fait, quand on regarde au microscope, tous les cancers ne sont pas identiques. Même, par exemple, les cancers du poumon, ils peuvent s'appeler adénocarcinome ou carcinome épidermoïde. Et c'est des cancers qui vont être différents dans la prise en charge. Donc c'est important de savoir que c'est un cancer et de préciser le type de cancer. Après, de plus en plus, on s'intéresse aussi à trouver des facteurs qui vont nous dire si les patients sont candidats à la prise d'un traitement ou non. Si on a l'impression, en vue de certains marqueurs, que les patients vont répondre ou ne vont pas répondre à tel ou tel type de traitement. Donc c'est capital. Ça va aussi nous dire si la maladie elle a des critères de gravité ou des critères de bénignité. Ça va du coup orienter au final les traitements et de plus en plus on arrive à personnaliser les choses. Ce qu'on attend aussi, c'est que ça puisse permettre de comprendre pourquoi un traitement qui était efficace, tout d'un coup se met à échapper au traitement. Et alors le problème, c'est que quand on fait des biopsies, c'est quand même quelque chose d'invasif parce qu'en gros, ça consiste à mettre une aiguille, là dans le sein par exemple, on va prélever un morceau pour analyser, là dans le poumon, donc c'est quand même compliqué de faire ça, il faut un scanner, il faut que le patient ne bouge pas, il faut qu'il soit endormi. Là c'est au niveau du foie, ça peut saigner. Donc c'est pas anodin de faire une biopsie, c'est très important, on ne peut pas s'en passer, mais c'est pas anodin. Et puis c'est stressant pour le patient, ça nécessite une hospitalisation, une organisation compliquée à faire. Donc c'est intéressant de développer des concepts qui nous permettent d'avoir les mêmes renseignements qu'une biopsie, mais sans avoir l'invasivité d'une biopsie. Donc la biopsie liquide. Donc la biopsie, donc vous avez vu qu'on peut biopsier les tissus, puis la biopsie liquide, en fait, ça consiste à faire une prise de sang. On prend un échantillon sanguin chez un patient qui est suspect d'avoir un cancer ou dont on sait qu'il a déjà un cancer, et puis on va rechercher du matériel cancéreux au sein du sang circulant. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que c'est pas invasif, hein, c'est une prise de sang, donc c'est un petit peu invasif, mais c'est quand même pas du tout la même contrainte. C'est assez rapide à faire, il faut que c'est une infirmière qui le fait, c'est pas un médecin entraîné qui fait la biopsie. Et donc on peut le répéter à plusieurs reprises. C'est plus facile de faire plusieurs prises de sang que de faire plusieurs biopsies avant et après le début du traitement. Donc le principe, voilà, c'est que en fait les cancers, en général, donc, on a la tumeur qui est là, qui est à l'extérieur des vaisseaux, et elle a tendance à essaimer, à donner des morceaux que l'on peut retrouver dans le sang. Alors c'est compliqué de les retrouver dans le sang parce qu'il y en a une infime quantité, mais pour autant, on arrive de plus en plus à rechercher une petite, c'est comme une aiguille dans une botte de foin, mais on arrive à trouver du matériel. Ce qu'on peut trouver, c'est des échantillons de cellules. D'accord ? Il y a des cellules qui circulent dans le sang, qui sont cancéreuses. Il peut y avoir aussi juste de l'ADN, c'est-à-dire le matériel génétique issu d'une cellule qui est cancéreux, mais qui n'est pas une cellule. Et puis on peut trouver aussi des fragments de cellules. Donc en fait, il y a des techniques adaptées pour chaque truc. Là, par exemple, on va dire qu'on fait la prise de sang, on a un petit échantillon, et puis on le fait passer dans des filtres, comme un peu des filtres à café, c'est le même principe. On filtre le sang, et en fait, ce qui va rester en surface, c'est les grosses cellules qui sont des cellules cancéreuses.
Et là, on voit après, quand on regarde au microscope, que ça, c'est des cellules du sang, c'est des cellules normales, elles sont petites. Et ça, par contre, c'est des grosses cellules qui sont anormales et qui sont cancéreuses. Et ça nous donne des informations qui sont capitales. On peut analyser des gènes, on peut regarder si le traitement fonctionne en fonction du nombre de cellules que l'on retrouve, etc. Donc ça peut répondre à pas mal de questions. Est-ce qu'il y a un cancer ou pas? Par exemple, pour quelqu'un qui a été opéré, on peut se dire, ben, on va faire des prises de sang. Si on voit qu'il y a des cellules qui circulent ou de l'ADN, ben, ça veut dire que peut-être le cancer il va se réveiller et qu'on va bientôt le voir sur une imagerie. Mais là, ça peut donner des informations potentiellement avant qu'on découvre clairement la récidive. Est-ce que le cancer s'est propagé? Est-ce qu'il y a des changements génétiques qui ont été induits sous l'effet du traitement? Quel traitement pourrait être très efficace? Est-ce qu'il reste des cellules après le traitement? Donc ça donne pas mal d'informations et puis, comme on peut le répéter, ben, c'est quand même plus facile. Alors un exemple concret, c'est dans le cancer du côlon. Alors moi je suis gastro-entérologue de formation et je m'occupe des cancers digestifs, donc les exemples ils seront peut-être un peu biaisés sur la cancérologie digestive, parce que c'est plutôt mon domaine de prédilection. Alors dans le cas du cancer colique par exemple, on a montré, c'est une équipe, en gros, les patients qui ont un cancer du côlon, un gros cancer du côlon sans ganglions et sans métastases, ce qu'on sait, c'est qu'il y en a 80% qui vont être guéris, et il y en a 20% qui vont rechuter après qu'on les ait opérés. Le problème, c'est qu'on ne sait pas bien distinguer ceux qui sont déjà guéris de ceux qui vont récidiver. Alors, du coup, on est amené à proposer sans doute des traitements préventifs de chimiothérapie pour éviter la récidive à beaucoup de patients. Mais en fait, il y a des patients à qui on propose ce traitement et en fait, ils seraient déjà guéris et le traitement, on le fait un peu pour rien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on cherche à éviter, évidemment. Donc, quel est l'intérêt d'une biopsie liquide dans ce contexte? Vous allez voir que là, c'est une équipe australienne qui a recherché chez les patients qu'on avait opérés la présence d'ADN, en fait, qu'on arrive à dire tumoral dans le sang, après l'opération. En fait, il y a des gens, une fois qu'on les a opérés, on ne voit plus d'ADN cancéreux. Et puis, il y a des gens, quand on les a opérés, même si on ne voit plus rien sur les scanners, qu'on a l'impression d'avoir tout enlevé, on détecte encore de l'ADN cancéreux. Et ce qu'on nous a montré, en fait, c'est que chez les patients qui n'avaient pas d'ADN cancéreux retrouvé, quasiment, il n'y avait pas de rechute. Par contre, les patients qui ont de l'ADN tumoral qui est retrouvé, ceux-là, ils ont un risque de rechute très important. Et donc, ça nous permet à l'avenir de se dire, ben, c'est à ces patients-là qu'il faut proposer un traitement pour éviter la récidive, tandis qu'à ceux-là, peut-être, on n'aura pas besoin de leur proposer un traitement. Et donc, du coup, on pourra diminuer le nombre de patients à qui on fait de la chimiothérapie et sélectionner vraiment ceux qui en ont besoin. Donc ça, c'est important, c'est intéressant, et ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire dès demain. Ces études, en fait, c'est des études qui sont rétrospectives et elles demandent après à être confirmées sur d'autres populations. Donc c'est vrai que c'est intéressant, mais il ne faut pas considérer que là, c'est ce qu'on va faire dès demain. C'est quelque chose qu'on fera après-demain, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Et à confirmer, ça veut dire qu'en fait, par exemple, à l'heure actuelle, on fait une étude, et cette étude, on va faire la même chose. Dans des patients qui ont été opérés d'un cancer du côlon, on va rechercher, après qu'on les ait opérés, la présence d'ADN ou non, et puis on va comparer les gens qui sont traités de façon standard, c'est-à-dire que sur des critères de mauvais pronostic au niveau du microscope, on va leur proposer ou ne pas leur proposer de traitement, et on va comparer à ceux à qui on aura proposé un traitement sur la base qui est de l'ADN tumoral circulant. Et ce qu'on va chercher à montrer, c'est qu'on a un bénéfice à rechercher l'ADN tumoral circulant en post-opératoire. Et si on montre ça, du coup, il y aura un financement pour faire ces tests, il y aura probablement un investissement qui sera fait, mais il faut bien entendu toujours prouver les pistes avant de les appliquer à tout le monde, parce que tout ça, ça coûte extrêmement cher. Donc c'est une technique prometteuse, il y a plein d'applications potentielles, hein. Ça c'est une parmi d'autres, hein, parmi tant d'autres je dirais. C'est pas encore en pratique quotidienne, et en fait il faut aussi harmoniser les pratiques, parce qu'on peut détecter de l'ADN, on peut détecter des cellules, on peut détecter des fragments de cellules, et en fait il y a beaucoup de sociétés qui cherchent à mettre en point des tests justement pour prédire ça. Mais ces tests, ils ne sont pas homogènes. En fait, il faudrait que tout le monde se mette d'accord pour dire, ben voilà, dans le côlon, on fait ce test, par exemple, dans le sein, on fait ce test. Mais ce n'est pas le cas. Chacun cherche, bien entendu, à ce que son test soit considéré comme le test de référence.
Et donc, ce qu'il faut aussi, c'est diminuer le nombre de faux positifs, parce qu'il faut être certain, mais absolument certain, que quand on détecte de l'ADN ou une cellule, elle soit de nature cancéreuse. Et ça, c'est pas sûr à 100% encore, d'accord? Donc ça mérite encore des raffinements. Et puis, il faut aussi être sûr que s'il y a de l'ADN tumoral circulant ou des cellules tumorales circulantes, on puisse les détecter. Ça, on n'est pas encore sûr. Des fois, peut-être qu'on rate encore, parce que c'est très en quantité infime, peut-être qu'on rate encore des choses. Et c'est très très cher, et donc il faudra déterminer qui paye ça, et c'est pour ça que c'est important de faire les essais cliniques pour le démontrer. Parce que si on ne le démontre pas, eh ben, les pouvoirs publics sans doute ne financeront pas ce genre de choses. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, ou peut-être à la fin, si vous voulez, Ça peut être dans combien de temps là, vous arrivez à... Alors, aux États-Unis, il y a déjà des choses qui sont applicables en pratique courante. Rechercher des cellules tumorales circulantes. Dans les cancers du côlon, les patients qui ont été opérés, chez qui on retrouve des cellules tumorales circulantes, ils ont un plus mauvais pronostic, et donc ça oriente un peu le choix des chimiothérapies que l'on va faire. Mais ça, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, en fait, souvent, c'est les gens eux-mêmes qui payent les traitements. Donc, l'approbation, elle est plus rapide dans la mesure où ce n'est pas les pouvoirs publics qui payent, mais c'est les patients. Maintenant, c'est encore, je pense, trop tôt pour le faire. Je pense qu'aux États-Unis, il y a aussi un enjeu financier derrière qui est un peu différent de la France. Et encore, ça manque encore d'intérêt clairement démontré pour l'appliquer chez tout le monde. Mais je pense que dans pas longtemps, ça va arriver. Par exemple, on peut d'ores et déjà rechercher certains traitements qui sont dans le cancer du côlon qui ne sont pas efficaces quand on a une mutation qui s'appelle la mutation RAS. Et ça, déjà, dès maintenant, on peut faire une prise de sang et voir chez le patient s'il a cette mutation ou pas. S'il a cette mutation, juste sur une prise de sang, on sait qu'il ne faut pas lui donner ce traitement. Donc, je dirais qu'il y a certains domaines où c'est déjà présent et d'autres domaines où ça sera pour peut-être dans quelques années, mais je pense que c'est sûr que ça va arriver, quoi. Est-ce que la biopsie liquide viendra en complément de la biopsie qui est déjà pratiquée actuellement? Parce que c'est vrai que ça a l'air quand même plus, je sais pas comment dire, moins précis que ce qui était déjà fait. C'est-à-dire, je pense qu'avant que la biopsie traditionnelle disparaisse, il y en a pour un moment, d'accord? Maintenant, l'application de la biopsie liquide, c'est plutôt pour les gens, par exemple, les gens qui ont été opérés, on ne voit rien, pour détecter quelque chose de façon précoce avant qu'on le voit sur le scanner ou sur l'imagerie. Là, c'est intéressant parce que pour le coup, tu ne peux pas comparer à une biopsie parce qu'il n'y en a pas de matériel. Et après, c'est aussi intéressant quand on a un traitement. Par exemple, on fait un traitement, ça répond bien, et puis tout d'un coup, on voit que ça échappe au traitement, que la maladie se met à regrossir. C'est délicat d'aller rebiopsier les patients, c'est quand même lourd. Des fois, ils n'ont pas beaucoup de plaquettes, ça peut saigner, etc. Donc là, ça pourrait être intéressant de faire à nouveau une biopsie, mais liquide, qui donnera juste l'information de savoir pourquoi on échappe au traitement et potentiellement quel traitement pourrait être à faire dans ce contexte-là. C'est plutôt comme ça que ça va se développer. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne va plus du tout faire de biopsie normale. Il faudra toujours en faire, mais peut-être on n'aura pas besoin de les répéter et on aura des informations quasiment comme si on avait la capacité de faire des biopsies réitérées. Ça, c'est intéressant. En dépistage du cancer du côlon, pourquoi pas, ça pourrait être une alternative, mais alors le problème, c'est le coût, parce que donc ça coûte extrêmement cher à faire, et puis il faut être, si on se met à faire le dépistage du cancer du côlon, ça s'adresse à toute la population, d'accord? Donc si on se met à faire ce genre de test à des millions et des millions de personnes, on va couler la sécurité sociale en appliquant ce test, d'accord? Donc et puis, il manque encore je vous ai dit, de sensibilité et de spécificité. Il faut qu'on soit... Dans l'avenir, je pense que ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Là, le test, il vient juste de changer, le test pour dépister le cancer du côlon. Il est plus sensible et plus spécifique pour le coup, et il est plus facile à faire qu'auparavant, parce qu'avant, il fallait faire pendant 3 selles successives. C'était un peu moins précis. Maintenant, c'est beaucoup plus précis. Et je pense que, vu qu'on vient de mettre un test nouveau il y a 2 ans, là, il ne faut pas compter qu'on pourra, dans 2 ans, 3 ans, faire une biopsie et savoir si on a risque de cancer du côlon ou pas. Puis en plus, le cancer du côlon, avant d'en avoir un, on a des polypes. Et en fait, les polypes, on peut les détecter en endoscopie, en coloscopie, et puis en plus, on peut les traiter. Là, si on fait une prise de sang, quand même, on arrive à détecter un polype, on n'arrivera pas à l'enlever derrière, il faudra faire une coloscopie. Donc ça, je pense que pour le coup, ce n'est pas une application encore qui va se développer.
Alors, on va continuer alors. Hein. Donc après, le sujet, c'est l'immunothérapie. Ça, c'est un sujet dont tout le monde parle tout le temps, sans cesse. C'est vraiment quelque chose autour duquel il y a une forte attente. Mais alors, je vais essayer de faire une synthèse de ce que l'on a actuellement. Alors, l'immunologie, en fait, dans le cancer... Plus fort, vous n'entendez pas bien? Allô, vous m'entendez? C'est mieux là? D'accord. Donc, vous m'entendez au fond ou pas? Ouais. Donc, l'immunologie, en fait, dans le cancer, c'est quelque chose qui est connu hein, depuis longtemps. En fait, on n'a pas attendu des traitements d'immunologie pour qu'il y ait une action. En fait, le corps humain, spontanément, il cherche à éliminer la présence de cellules cancéreuses, même sans médicaments. D'accord ? Et en fait, dans l'organisme, on fabrique toujours des débuts de cancer ou des micro-cancers qui sont éliminés par le système immunitaire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Le système immunitaire, il est très efficace pour combattre le cancer. Parce qu'on en fabrique beaucoup, mais on en élimine beaucoup. Ce qui se passe, c'est que de temps en temps, eh ben, les capacités d'élimination des cellules cancéreuses par le système immunitaire, elles échappent. Le cancer, il développe des stratégies pour se cacher et en gros que le système immunitaire n'arrive plus à le détecter. Donc on passe de la phase où on a une élimination à une phase où on a un équilibre entre les deux, et là on a un cancer débutant. Et puis ces mécanismes, ils s'intensifient, et puis on va avoir ce qu'on appelle un échappement, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses, elles arrivent à proliférer en inactivant le système immunitaire. D'accord ? Elles arrivent à se cacher et le système immunitaire n'arrive plus à détecter la présence de cellules cancéreuses. Donc c'est pour ça que l'immunothérapie, ça pourrait être intéressant, c'est que si on arrive à enlever ce phénomène, ben, potentiellement on arrive à faire restaurer le système immunitaire son action normale et à combattre efficacement les cancers. Donc comment il fait pour se cacher en fait? Ben, le cancer, ça c'est la cellule cancéreuse, il met en fait à sa surface une espèce de récepteur qui va se coller à la cellule qui est chargée normalement d'éradiquer le cancer et qui va supprimer son action. D'accord ? Et alors, ce qu'on a à l'heure actuelle, quand on parle d'immunothérapie, en fait, on parle de médicaments qui sont capables de se fixer sur ce récepteur pour empêcher qu'il y ait une liaison en fait, entre les deux. Et du coup, si on empêche la liaison entre les deux, on permet au système immunitaire à nouveau de restaurer son activité et d'éliminer les cellules cancéreuses. Donc c'est ça, quand on parle d'immunothérapie, en fait, on parle surtout d'une immunothérapie qui bloque ces molécules à PD1 et PDL1. À l'heure actuelle, c'est vraiment ça la voie de recherche. Donc par exemple, dans le cancer du poumon, en fait, on a montré que chez des patients qui avaient un cancer du poumon avec des métastases, quand on faisait une chimiothérapie qui était en échappement après une première chimio, quand on faisait une chimiothérapie de rattrapage par rapport à de l'immunothérapie, eh ben, on avait un avantage net hein, à l'immunothérapie parce qu'on vit plus longtemps, ça réduit la mortalité de 20% quand on fait l'immunothérapie et en plus la tolérance elle est beaucoup améliorée par rapport à la chimiothérapie classique. Donc ça par exemple c'est quelque chose d'important parce que le cancer du poumon c'est malheureusement un problème de santé publique et c'est important de trouver des pistes parce que jusqu'à présent c'est un cancer pour lequel les chimiothérapies elles sont efficaces mais souvent elles sont efficaces pas très longtemps. L'immunothérapie, en plus, on a l'impression que quand elle est efficace plus longtemps qu'une chimiothérapie classique. On a des durées de réponse qui sont plus longues qu'avec une chimiothérapie habituelle. Là, c'est un autre exemple qui est paru dans le plus gros journal de médecine du monde. Donc, les articles majeurs de cancérologie sont publiés là-dedans. Ça s'appelle le New England Journal of Medicine. Et ça, c'est paru la semaine dernière. Ils ont montré en fait que même les patients qui ont un cancer du poumon qui est potentiellement opérable, il y aurait potentiellement un gain à faire une immunothérapie préopératoire. Par exemple, il montrait le cas de ce patient-là qui avait une tumeur au niveau du poumon, qui sous immunothérapie, après 1 mois d'immunothérapie, avait déjà une fonte importante du traitement. Et en fait, il regardait l'atteinte à l'intérieur de la tumeur et il montrait que les patients qui ont été opérés ils avaient une réduction importante du nombre de cellules tumorales sur la pièce opératoire. Donc l'immunothérapie, c'est quelque chose d'intéressant, hein, vraiment très intéressant. Parce que dans la plupart des cas, c'est bien toléré. Et puis, quand on a des réponses, elles sont souvent de plus longue durée qu'une chimiothérapie normale. Okay ? Mais
ne faut pas penser pour autant que l'immunothérapie, c'est l'alpha et l'oméga de la cancérologie. Ça reste des médicaments qui sont efficaces, mais qui sont efficaces dans certains domaines, pas dans tous les domaines. D'accord ? Ça ne fonctionne pas ni pour tous les patients, ni pour tous les cancers. Et puis, même s'il n'y a pas d'effets secondaires, de temps en temps, on a quand même des effets secondaires qui sont des effets auto-immuns. Auto-immun, ça veut dire qu'en gros, on va tellement réveiller le système immunitaire que, certes, il va s'attaquer aux cellules cancéreuses, mais il va aussi s'attaquer aux cellules normales de l'organisme. Et là, pour le coup, ça peut être problématique parce qu'on va développer, par exemple, du diabète ou une atteinte au niveau de la thyroïde ou une atteinte au niveau du côlon. Et ça, après, c'est plus compliqué à prendre en charge. C'est pas très fréquent, mais quand on l'a, c'est un petit peu embêtant. Et le coût de ces traitements, comme c'est des traitements novateurs, il est extrêmement élevé. Donc, au final, on peut considérer que l'immunothérapie, c'est une efficacité importante pour l'instant dans les mélanomes, dans les cancers du poumon, dans les cancers du rein, dans les cancers qu'on dit MSI. En fait, les cancers MSI, c'est une petite proportion de cancers digestifs et de cancers gynécologiques. Après, dans l'ORL, dans l'estomac, dans le foie, dans l'ovaire, l'efficacité, elle est encore pas totalement démontrée, mais on pense que ça va être efficace. En gros, les études, elles se développent et on attend d'avoir des résultats clairs pour en être certain. Et après, on ne voit pas bien, mais en fait, ceux pour lesquels ce n'est pas efficace, à l'heure actuelle, c'est la prostate, le cancer du sein, le cancer du côlon. Voilà, c'est malheureusement des cancers qui sont fréquents, hein, c'est des cancers très fréquents, mais pour ces patients-là, on n'a pas l'impression qu'il y a une efficacité de l'immunothérapie. Alors, ça veut dire de l'immunothérapie à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que jamais aucun cancer du côlon, de la prostate ou du sein ne sera sensible à l'immunothérapie. Ça veut dire qu'il faut continuer la recherche pour essayer de pallier à ces écueils-là qu'on a sur ces types de cancers. Donc l'avenir, ça peut être d'associer en fait différents types d'immunothérapie, parce qu'il y a plusieurs voies là, de mécanismes pour se cacher que développe le cancer. Donc on peut les combiner. On peut associer une chimiothérapie normale à l'immunothérapie. On peut aussi faire d'autres types d'immunothérapie en faisant des sortes de vaccins, en prenant des cellules immunitaires chez les patients, les prélevant, en leur inculquant en fait, si vous voulez, quelque chose qui va leur permettre de mieux reconnaître le cancer, de mieux le traiter. Donc il y a des pistes qui sont à l'étude. Et par exemple, à l'ASCO, au dernier congrès, dans le poumon, en fait, on montrait que quand on associait une chimiothérapie normale à une immunothérapie, on avait un bénéfice important par rapport à juste faire la chimiothérapie conventionnelle. Donc on améliorait le pronostic des patients avec une toxicité qui n'était pas majorée, et on réduisait de 45% le risque de progression sous chimiothérapie. Le risque que la chimiothérapie échappe était diminué de 45%. Donc vous voyez que ces pistes-là, c'est des pistes qui vont se développer. Et le tableau que je vous ai fait, ce n'est pas un tableau qui ne changera plus jamais, c'est quelque chose qui va se développer. Je termine, après je... Et la mortalité aussi a été réduite par cela. Donc voilà, si vous avez une question, oui. Je voulais regarder de nouveau le tableau. Ça? Non. Lequel? Celui-là? Encore un. Celui-là. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'immunothérapie? C'est vrai qu'on en parle beaucoup, en fait. C'est quelque chose qui est porteur d'espoir. Mais voilà, ça marche vraiment très bien chez certains patients, dans certaines localisations. Après, il ne faut pas non plus penser que parce que l'on n'a pas d'immunothérapie, on ne va pas être bien pris en charge. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut garder à l'esprit. Il y a des espérances par rapport à l'immunothérapie, mais il y a aussi d'autres mécanismes d'action qui ne sont pas de l'immunothérapie qui se développent. Il va falloir qu'on combine, qu'on sache comment la mettre avec la chimio, avec les rayons, avec la chirurgie. On est au début du puzzle. Quelle fonction a la carboplatine? La carboplatine, c'est une chimiothérapie comment dire, qui détruit directement la cellule cancéreuse. Ce n'est pas une immunothérapie. En fait, ça va agir sur les cellules qui sont en train de proliférer, de se diviser. Et ben en fait, ça tue ces cellules, mais c'est le médicament lui-même qui tue la cellule. Tandis que l'immunothérapie, c'est le médicament qui va faire agir le système immunitaire et puis dire de détruire la cellule. Donc il y a l'immunothérapie, puis il y a aussi ce qu'on appelle les thérapies ciblées. La thérapie ciblée, c'est un mot, c'est un peu moins à la mode maintenant que l'immunothérapie, mais il y a
4-5 ans, on parlait que de thérapie ciblée, après on s'est mis à parler que d'immunothérapie, mais finalement tout se développe, hein, continue à se développer. Donc en fait une cible, qu'est-ce que ça veut dire en fait une cible? Ça veut dire que en gros on va arriver à bloquer une voie qui permet au cancer, à la cellule cancéreuse de se reproduire. C'est-à-dire que souvent dans les cellules cancéreuses, il y a ce qu'on appelle des récepteurs et il y a ce qu'on appelle des facteurs de croissance dans l'environnement du cancer qui sont sécrétés, qui sont envoyés par d'autres cellules, qui vont se mettre sur le récepteur, puis ça va activer en fait des petites molécules qui vont elles-mêmes activer d'autres petites molécules, qui vont activer d'autres petites molécules dans le noyau, là où se trouve l'ADN, et qui vont dire allez, on prolifère, d'accord? Et du coup, ça explique le mécanisme de développement de certains cancers. Et en fait, la cible, thérapie ciblée, ça veut dire qu'on arrive à atteindre spécifiquement la voie d'action du renouvellement du cancer. Enfin, en tout cas, une des voies d'action, parce que souvent, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Et donc, on arrive, par exemple, à bloquer le récepteur, on arrive à mettre un médicament qui va se fixer sur le récepteur et qui va empêcher le facteur de croissance de se lier, et qui du coup va empêcher la cascade. Et du coup, les cellules elles vont arrêter de se reproduire. On peut aussi mettre un médicament qui va absorber en gros le facteur de croissance et qui va, pareil, hein, faire que ça n'active pas en dessous. Et on peut aussi bloquer, alors pour le coup avec des plus petits médicaments qui vont franchir la paroi de la cellule, qui vont aller à l'intérieur, qui vont dire on stoppe la prolifération, maintenant c'est fini. Donc il y a plusieurs moyens d'agir en fait sur le mécanisme de développement du cancer. Et la cible, en fait, ça veut dire on sait ce qui se met à dysfonctionner. Par exemple, au niveau des gènes, il y a un gène qui devient anormal et qui va fabriquer, en gros, dire à la cellule de fabriquer un récepteur qui sera anormal et qui va fonctionner de façon activée tout le temps. Et à ce moment-là, on le bloque en dessous. D'accord ? Vous avez compris le concept, en fait, c'est vraiment on bloque une voie de signalisation, tandis que dans une chimiothérapie normale, on bloque un peu tout, en fait, au niveau des cellules qui se reproduisent directement au niveau des mécanismes de division de la cellule. Donc les thérapies ciblées, voilà, comme je vous disais, on peut les bloquer de plusieurs façons différentes et empêcher la prolifération. C'est le même schéma, mais avec des exemples, quoi. Ça, c'est un anticorps. Les anticorps, ils vont en fait bloquer le récepteur ou le ligand, c'est-à-dire la molécule qui est sécrétée, ou vont se mettre à l'intérieur et puis bloquer la voie de signalisation. Alors un cas simple, mais ça c'est pas l'actualité 2018, hein, ça commence à remonter, mais c'est une des premières thérapies ciblées qu'on a mis en évidence, et puis c'est une des plus merveilleuses en fait, c'est le gyste. Le gyste en fait c'est des tumeurs qui sont digestives, qui sont dans l'enveloppe externe en fait des organes digestifs, de l'estomac, du côlon, etc. C'est des maladies assez rares, mais jusqu'à l'apparition de ces thérapies ciblées, on ne savait absolument pas comment les traiter. Ils répondaient à aucune chimiothérapie normale. Et en fait, on a mis en évidence en fait qu'une petite molécule, donc c'est une petite molécule qui passe la membrane parce qu'elle est petite et qui arrive à se lier sur ce récepteur là qui s'appelle KIT. Et ce récepteur KIT, en fait, il était activé dans les gystes. On ne savait pas bien comment faire pour empêcher ça, mais on a bloqué avec l'imatinib. Et en fait, les patients, alors qu'on n'arrivait pas du tout à les traiter et que c'était une maladie très grave, on est arrivé à bloquer vraiment quasiment complètement et pour une très longue durée le mécanisme du cancer. Et en fait, ça se prend avec un traitement oral une fois par jour et c'est assez bien toléré. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, hein, et ça marche un peu de la même façon dans les leucémies myéloïdes chroniques, qui sont une variété de cancers hématologiques. Et donc ça c'est une thérapie ciblée, c'est l'exemple vraiment type de la thérapie ciblée. Mais ça c'était historique, mais ça se développait, en fait, il y a plusieurs approches. Le problème c'est que, en fait, au fur et à mesure qu'on comprend mieux les mécanismes de développement du cancer, finalement, on se dit qu'il n'y a pas qu'une seule mutation dans un cancer, il y a plein de voies qui peuvent dysfonctionner, il y a plein de paramètres. Et par exemple, dans le cancer du poumon, eh bien, en fait, des mutations, il y en a un paquet. Il y a un paquet d'éléments qu'on peut cibler. Donc avant, on disait un cancer du poumon, il y avait 3 types, en fait. Il y a les cancers du poumon à petites cellules, les épidermoïdes et les cancers du poumon, les adénocarcinomes. Ça, c'était des choses qu'on voyait en regardant au microscope. Mais maintenant,
quand on est à l'ère des recherches génétiques et moléculaires, en fait, il y a des tonnes et des tonnes de cancers du poumon et probablement c'est encore que le début. Plus ça va et plus on trouve des voies différentes. Ça fait que maintenant, au lieu d'avoir par exemple un cancer du poumon ou un cancer du côlon, on a des cancers d'origine colique ou pulmonaire avec plusieurs voies d'activation qui peuvent dysfonctionner. Et donc ces patients, on sait qu'ils n'ont pas forcément le même pronostic, qu'ils ne répondent pas forcément au même type de médicaments. Et alors du coup, c'est difficile. Maintenant, il faudrait qu'on fasse des essais cliniques pour chaque localisation. Mais ça, c'est compliqué en fait, parce que vous voyez que le patient, là par exemple, cette mutation NRAS, elle est présente chez 0,4% des patients. Vous imaginez que si on se met à faire un essai clinique juste pour ces patients-là, on va mettre 30 ans avant d'avoir suffisamment de patients pour démontrer l'action ou la non-action du traitement. Alors du coup, c'était un peu problématique. Et alors, on s'est dit, en fait, peut-être que ce qu'on va faire, c'est au lieu de traiter par cancer, par type de cancer, on va traiter par type de mutation. Parce que par exemple, cette mutation NRAS, on l'a peu fréquente dans le poumon, mais on l'a aussi peu fréquente dans le côlon, on a peu fréquente dans plein de localisations. Et donc on pourrait traiter en fonction non pas de l'origine du cancer, mais du type de mutation qu'on retrouve. Et donc ça s'appelle des essais qu'on dit basket, c'est-à-dire corbeille, c'est-à-dire en gros, on a une anomalie moléculaire que l'on voit en regardant les gènes, et on va traiter juste sur cette anomalie et non pas en fonction de l'origine du cancer. Donc c'est vraiment, ça change par rapport à ce que l'on faisait jusqu'à présent. Et donc voilà. Par exemple, en France, il y a un programme qui s'appelle le programme ACCES, et ce programme, il s'intéresse à justement des patients qui ont un cancer de plusieurs localisations. Il y a le colorectal, le sein, l'œsogastrique, le poumon, le cancer de l'ovaire, rénaux, enfin plein de types de cancers. Et en fait, on va voir chez ces patients-là, quand les traitements normaux en fait, ont une perte d'efficacité, qu'on a du mal à proposer quelque chose, on fait ce qu'on appelle un screening, c'est-à-dire qu'on va rechercher s'ils ont certaines anomalies que l'on pourrait traiter avec un médicament. Et donc ça, c'est un essai qui se fait depuis plusieurs années, hein, depuis 2013 maintenant, et on a inclus en fait, rien qu'en France, 13 000 patients pour lesquels on a fait cette recherche. Et en fait, on voit qu'il y a des mutations qui sont rares, hein. Par exemple là, il y a 0,3% d'amplification ALK, bon peu importe, mais c'est quelque chose de rare, mais on peut potentiellement les cibler. Et ces patients-là, on peut leur donner un traitement, et pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour avoir des résultats, mais on a l'impression qu'effectivement, il y a des patients qui ont bénéficié d'une thérapie ciblée, alors que si on n'avait pas fait ce type d'essai, on n'aurait jamais pu leur proposer ça, parce qu'on n'avait aucun argument pour le proposer. Donc c'est un peu le concept un peu nouveau là, de faire ces essais d'e-basket et de proposer un traitement ciblé en fonction de l'anomalie moléculaire. C'est quelque chose de prometteur, mais c'est compliqué aussi, hein, c'est compliqué parce que pour démontrer l'efficacité quand il y a peu de malades, ben c'est plus compliqué qu'auparavant. Merci Ludovic, c'était extrêmement clair, c'est pas facile, et c'était un formidable résumé, je crois qu'on peut donner quelque chose. Juste tout à l'heure, on a vu donc, les thérapies ciblées, l'immunothérapie, les biopsies liquides. Tout ça, c'est des concepts qui sont très intéressants, certains qui sont déjà appliqués en pratique courante, d'autres qui le seront à l'avenir. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut considérer que parce qu'on est traité par des chimiothérapies entre guillemets classiques, il n'y a pas d'intérêt ou on a une perte de chance. Il faut quand même avoir à l'esprit que les traitements de référence, même anciens, ils sont quand même toujours d'actualité. Et même si c'est des médicaments qui sont anciens, des fois on arrive à les combiner de façon novatrice et d'avoir des résultats probants. Donc là, juste pour vous présenter, en fait, à l'ASCO 2018, il y avait une étude française qui a évalué en fait, l'intérêt d'une combinaison de chimiothérapie déjà connue depuis un moment. Les produits utilisés étaient anciens, mais leur combinaison dans cette indication était nouvelle. C'était dans les cancers du pancréas qu'on avait opéré. Donc c'est une étude française auquel on avait participé et dont les conclusions sont très intéressantes. Donc les patients qui sont opérés d'un cancer du pancréas, c'est très bien d'être opéré parce que c'est la première étape vers la guérison, mais malheureusement, même les gens qui ont été opérés, il y a une tendance à ce que la maladie revienne alors qu'on estime avoir tout enlevé quand
quand le chirurgien regarde. Et même quand le scanner après ne montre pas de signe de récidive, il faut bien suivre les gens parce qu'ils ont un risque que la maladie revienne. Et donc là, on avait stratifié les gens en fait entre le bras qui était le bras normal, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, jusqu'à 10 jours, en fait, tous les patients qui avaient été opérés du pancréas ont proposé un traitement qui s'appelle gemcitabine, parce qu'on avait montré que la gemcitabine, ça diminuait le risque de récidive. Et on a essayé de comparer ça à un nouveau traitement qui s'appelle FOLFIRINOX. C'est un nouveau traitement dans le cancer du pancréas qu'on donnait jusqu'à présent aux gens qui étaient avec des métastases. Et là, on a donné en fait à titre préventif pour voir s'il y en avait une action à titre préventif. On a mis presque 500 patients qui ont été traités comme ça pendant 6 mois. C'était des patients qui étaient dans un essai clinique, c'est-à-dire les patients, on leur avait demandé s'ils acceptaient potentiellement d'être départagés entre gemcitabine ou FOLFIRINOX, en sachant que on voulait montrer que celui-là était meilleur, d'accord, mais que le traitement de référence, ça restait celui-là. Donc les patients qui ont participé, ils ont eu en fait une répartition en fait au hasard entre l'un ou l'autre bras, sans que ni le médecin ni le patient ne puissent choisir, parce que sinon ça aurait biaisé l'étude, d'accord. Et en fait, les patients qui ont été traités par ce schéma, eh ben, ils ont eu un risque de rechute du cancer qui a été presque divisé par 2. Et donc, en gros, en faisant ce schéma, on s'est aperçu qu'on guérissait 2 fois plus de patients, au prix d'une toxicité qui était plus importante, parce qu'il y a un peu plus de traitement, mais qui était gérable. Donc, ça, c'est pour vous dire que finalement, les vieux produits ne sont pas forcément nuls, hein, et loin de là. Et des fois, la façon nouvelle de les associer donne d'excellents résultats. Et ces produits-là, l'oxaliplatine, le 5-FU, l'irinotecan, ils sont tous génériqués, c'est-à-dire que c'est des produits, qui sont plus commercialisés que par un seul laboratoire, mais qui peuvent être commercialisés par d'autres laboratoires. Donc en fait, c'est un bénéfice majeur, c'est le bénéfice le plus important qu'on ait jamais obtenu dans le domaine de la cancérologie pancréatique. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que c'est une étude française en fait qui a permis de montrer ça. C'est un professeur qui est à Nancy qui a coordonné cette étude. Et puis, il y a beaucoup de centres français qui ont participé. C'est un financement qui est académique. Ce n'est pas les laboratoires qui ont financé le projet, c'est la recherche publique française. Et du coup, on arrive à obtenir ces résultats avec un coût de traitement qui est réduit. Et puis, comme les médicaments ils sont déjà disponibles, au retour immédiat de l'ASCO, le prochain patient qu'on a, on peut lui faire déjà ce traitement. On n'est pas obligé d'attendre 3 ans, 4 ans qu'on ait l'approbation des autorités pour le proposer. Donc voilà, tout ça c'est pour aussi introduire Madame Besserest qui va vous présenter en fait les génériques dans la cancérologie.